Et donc c'est seulement 6 ans plus tard que la saga a été reprise. Alors c'est un petit peu particulier parce qu'elle a été reprise par J.J. Abrams, qui va maintenant officier jusqu'à l'épisode 5 ou même 6 en tant que producteur. Mais en tout cas pour ce troisième volet, il officie en tant que réalisateur, producteur et scénariste. Et encore plus important, c'était donc sa première réalisation, Mission Impossible 3. Donc qu'est-ce que ça nous raconte Mission Impossible 3 ? Eh bien c'est Ethan Hunt qui a enfin réussi à se ranger et à fonder une famille, mais qui va se faire recontacter par l'organisation Mission Impossible pour sauver une de ses anciennes élèves, Lindsay, qui est retenue par un espèce de terroriste qui se nomme Owen Davian, qui a un seul objectif en fait, c'est s'emparer d'une espèce d'arme qui se nomme la patte de lapin, sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'informations, mais voilà, Ethan va donc devoir s'occuper de récupérer Lindsay, qui va mourir lors de l'opération de récupération, et donc Ethan va uniquement se mettre en tête de choper Davian et de le ramener à Mission Impossible pour comprendre pourquoi il veut absolument la patte de lapin. Alors, ce film est un petit peu particulier, parce qu'il faut le regarder en tant que long métrage Mission Impossible, mais il faut également le regarder en tant que première réalisation de J.J. Abrams, et en plus vicieux que ça, il faut le regarder comme expérimentation narrative et dramaturgique de la part de J.J. Abrams. On va s'attarder légèrement dessus un petit peu après, mais J.J. Abrams s'est servi de son métrage pour appuyer une thèse ensuite qu'il a défendue devant un congrès, carrément pour avoir l'appellation en fait de ce qu'il va appeler la Mystery Box. On va y revenir un petit peu au niveau de l'écriture. En tout cas, c'était un vrai renouveau de la part de J.J. Abrams de décider de prendre les commandes de la saga Mission Impossible, parce que non seulement il y a posé sa patte, mais en plus il a renoué quelques liens avec les deux volets précédents, c'est-à-dire qu'il s'est inspiré très ouvertement de la mise en scène de De Palma et de celle de John Woo, et il a essayé de les combiner un peu ensemble pour créer ce qu'il avait appelé un divertissement intelligent, c'est-à-dire quelque chose qui essayait à la fois de créer de l'attention en reprenant les codes du cinéma de De Palma, mais en même temps de renouer avec un divertissement un peu facile et on va dire cliché, comme John Woo avait pu le faire avec le 2. Ça passe donc d'abord par un scénario qui est écrit par la même équipe avec laquelle il a bossé sur les Star Trek et sur la série Lost, qui est Alex Kurtzman, Roberto Orci et donc lui-même J.J. Abrams. Donc, on va se tarder dessus, ils se sont servis de ce scénario pour appuyer ce qu'il allait appeler J.J. Abrams la Mystery Box. La Mystery Box, c'est le premier épisode de Lost et c'est la séquence d'ouverture de Mission Impossible 3. C'est-à-dire tout simplement balancer énormément de questions au spectateur, dont il n'aura pas les réponses du tout de suite, où il va se les poser quasiment la totalité du film, mais ça sert à plonger le spectateur à fond dans le long métrage. C'est-à-dire que quand on commence Lost, Matthew Fox est sur une île. Quelle île c'est, qui il est, pourquoi il est là. Il y a déjà 3 questions. Puis il va commencer à avancer et il va débarquer sur une plage. Donc, ok, c'est une île, elle n'a pas l'air d'être habitée puisque la plage est complètement vide. 4e question. Et là, on découvre un avion qui est crashé, et il y a énormément de personnes. Qu'est-ce que ces personnes font là ? Pourquoi elles étaient dans cet avion ? Pourquoi l'avion s'est écrasé ? Et ainsi de suite. C'est l'idée. Pareil pour la séquence d'ouverture de Mission Impossible 3, c'est exactement ça. Pourquoi Ethan Hunt est attaché sur une chaise ? Pourquoi il y a un mec qui est en face de lui et qui pointe une arme sur une jeune femme ? Qui est cette jeune femme ? Pourquoi la patte de lapin ? Qui est-ce qui veut la patte de lapin ? Pourquoi est-ce qu'il veut absolument la patte de lapin ? À quoi va servir la patte de lapin ? C'est plein de questions qui vont amener le spectateur à se les poser tout au long du métrage. C'est-à-dire, au fil du récit, on va avoir les réponses aux questions. C'est ça la Mystery Box. Et donc, c'est l'essence même du long métrage. C'est-à-dire poser plein de questions au début et au fil du récit, donner des réponses. C'est ce que certains appellent un payoff. C'est-à-dire de poser des bases qui vont ensuite servir à la narration du récit. C'est pas exactement ça, puisque là, c'est vraiment poser des questions sur lesquelles il n'y aura pas forcément de réponse tout de suite. Alors qu'un payback, payoff, c'est vraiment l'idée de présenter un élément qui ensuite servira pour la suite du récit. Les retours vers le futur sont en partie basés là-dessus, et c'est en partie là-dessus que Bob Gale et Robert Zemeckis ont basé leur narration. Mais là, vraiment, J.J. Abrams, Roberto Orci et Alex Kurtzman ont basé entièrement leur film sur l'idée de Mystery Box, c'est-à-dire poser plein de questions au spectateur pour ensuite donner des réponses. Ça marche vachement bien au niveau de la dramaturgie. Ça permet au spectateur de rester à fond dans le récit et surtout de ne jamais perdre l'immersion. C'est-à-dire que ces questions ne sont pas des questions futiles, c'est pas juste des payback payoff. C'est vraiment l'idée d'avoir une narration qui va entièrement se baser sur la résolution de ces éléments. C'est-à-dire là, on est sur une vraie structure dramaturgique, une vraie structure narrative qui sert le récit, qui sert les personnages, qui sert à leur donner un fond, qui sert à leur donner un caractère, qui sert à leur donner une longévité sur la structure dramaturgique. Enfin, c'est super intelligent de ce point de vue-là. Certains diront que oui, derrière cela se cache
des éléments de dramaturgie qui sont archétypaux ou une narration qui est assez facile, qui est vraiment dans le fil du cinéma d'espionnage classique. Il y a aussi le fait que il faut forcément, on va dire, dealer avec l'époque. Et donc, entre le deuxième et le troisième Mission Impossible, il y a eu le 11 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en rajoute encore plus sur l'idée de conspiration et sur le fait qu'une organisation, le mal peut venir de l'intérieur et non pas forcément de l'extérieur. Ce qui est très intelligent, encore une fois, et ce qui ensuite va être démantelé par la suite du récit pour donner encore plus de rebondissements à la saga Mission Impossible. Mais voilà, là, on est sur une structure dramaturgique qui est vraiment intelligente. Un autre point qui est très fort et que Abrams maîtrise bien, c'est la mise en scène. Alors la mise en scène d'Abrams, sur le coup, elle n'est pas forcément tape à l'œil, ou elle n'est pas forcément, on va dire, pleine d'inventivité, contrairement à ce qu'on a pu voir avec Brian De Palma et John Woo. Là, on est sur un style qui est un petit peu plus classique, proche d'un divertissement, on va dire, classique dans l'Hollywood moderne. Pour autant, il y a tout de même des idées de la part de Abrams, notamment une idée du grandiose qui est mise en avant. Il suffit de voir la séquence sur le pont, où là, il y a une séquence de destruction absolument monstrueuse. On est là-dedans. On est dans le côté grandiose, dans le côté vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'une séquence d'action, ça ne peut pas être simplement une séquence où il va y avoir 2-3 explosions et ça va se terminer comme ça. Il reprend pour cela un petit peu des éléments de John Woo. C'est-à-dire, oui, il faut faire dans l'extravagant, il faut faire des explosions partout et des mouvements un petit peu de cascade qui sont outranciers ou en tout cas un petit peu fous. Mais pour autant, il se sert tout de même d'éléments réalistes, c'est-à-dire qu'il pose des bases très réalistes dans sa manière dont sa séquence d'action va se construire. Et c'est ça qui fait l'essence même de ce film-là, c'est-à-dire construire une action qui est mouvante, qui est intelligente, qui est puissante, mais qui reste simple et qui reste surtout réaliste. Il y a des éléments comiques de temps en temps, mais ça c'est la patte un petit peu de J.J. Abrams, c'est-à-dire décaler un petit peu l'ensemble, là où ça devrait être ultra sérieux. On le retrouve dans les Star Trek, c'est évident et c'est une patte que J.J. Abrams va apposer ensuite sur la série. C'est intelligent, ça peut être lourdingue pour certaines personnes, c'est compréhensible, mais là ça marche en tout cas. Au niveau du casting, alors là on passe à un cran au-dessus encore une fois, parce que le premier avait un casting international, puis au fur et à mesure on se réduit à des castings anglo-saxons. Et là on est littéralement sur un casting quasi américain entièrement. Tom Cruise, rien à redire, il est exceptionnel, ça marche toujours très très bien, il est très très bon, il va encore plus loin dans les séquences d'action, ça fonctionne très bien. C'est plus sur le casting secondaire sur lequel on se retient. Ving Rhames est vraiment très bon encore une fois. Philip Seymour Hoffman est exceptionnel en méchant. Billy Crudup aussi dans le rôle de l'aide de l'agence Mission Impossible est vraiment très bon. Simon Pegg, hilarant, mais vraiment hilarant. Maggie Q, super. Jonathan Rhys Meyers, parfait. Enfin vraiment, ça, là c'est le casting secondaire qui explose dans ce film. Il est vraiment très très bon et ça marche vraiment bien. On est plus centré uniquement sur Ethan Hunt, même s'il reste le fil rouge du film. Là, ça reste un casting qui forme un ensemble et c'est vraiment très bien de ce point de vue-là. Donc voilà, ce Mission Impossible 3 a été plus équilibré que le 2, bien plus intelligent, avec des vraies idées, même s'il sert un petit peu trop de mise en avant du concept de la Mystery Box, mais ça reste vraiment quelque chose d'intelligent et de nouveau. Et en plus, ça a préparé le terrain pour ensuite vraiment faire exploser la nouveauté avec donc le Mission Impossible 4 qui sortira 5 ans plus tard.